L'ambiance est joyeuse en ce 9 juillet 1934. Une foule d'officiels, accompagnés de leurs épouses, se presse pour célébrer l'achèvement des travaux du chemin de fer Congo-Océan qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, sur la côte atlantique. Pour la France, le rêve devient réalité. La voie de communication permettra l'acheminement des richesses naturelles de ces colonies vers la métropole. Lors de l'inauguration, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française offre un magnifique album de photos aux invités européens. L'ouvrage met en valeur la construction de 512 km de voies ferrées, dans une nature hostile, qui doit sa réussite au savoir-faire des ingénieurs et des bâtisseurs français. Une aventure coloniale qualifiée de civilisatrice. Le livre, en revanche, passe sous silence la déportation massive, le travail forcé et la perte de milliers de vies humaines, celle des travailleurs africains. Particulièrement meurtrier, le chantier du Congo-Océan révèle à lui seul la puissance dévastatrice du système colonial. Ouais. Je me retrouve. Gare du kilomètre 100, c'est juste là. Le chemin de fer, il a été construit. C'est pour évacuer tous les produits que le colon trouvait dans ces pays colonisés, évacués en Europe. Le caoutchouc, le bois, tout ce qu'il trouvait comme mine, voilà, il faut les transporter vers la France. Voilà. Ce chemin de fer n'est pas construit pour les Congolais, en fait. Il est construit pour vous. Voilà. L'histoire commence dans les années 1870, lorsque l'appétit des puissances européennes est stimulé par la découverte de richesses à l'intérieur du continent africain. Dans un discours sur l'Afrique prononcé en 1879, lors des 30 ans de l'abolition de l'esclavage, Victor Hugo déclare « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. » Commence alors autour du fleuve Congo une véritable course entre puissances européennes. Envoyé par la France, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza accède le premier à la rive droite du fleuve Congo. Il plante le drapeau français dans le petit village de Ntamo, qui portera ensuite son nom, Brazzaville. Présenté comme un pacifiste qui conquiert les peuples pour les libérer et leur apporter la civilisation, il incarne le nouvel idéal de la nation. Comme il le dit lui-même, ceux qui touchent notre drapeau sont des hommes libres. À la même époque, œuvrant pour le compte du roi des Belges Léopold II, le journaliste et photographe Henry Morton Stanley plante le drapeau belge sur la rive opposée du fleuve, pour fonder Léopoldville, qui deviendra Kinshasa. La concurrence autour du bassin du Congo entre le roi des Belges, la France et enfin le Portugal, qui revendique une souveraineté sur ce même territoire, provoque une crise sans précédent. En 1885, une conférence est donc organisée à Berlin pour résoudre cette tripartition de l'Afrique équatoriale. Les grandes puissances européennes ainsi que les États-Unis vont, sans qu'aucun représentant africain ne soit convié à leur table, diviser et partager entre eux tout un continent.
Au terme de la conférence, une vaste région de 2 500 000 km² est attribuée à la France. À la fin du XIXe siècle, le temps de l'exploration s'achève. Vient alors le temps de l'exploitation. On identifie les ressources naturelles à exporter. Coton, café, cacao, bois précieux, ivoire et caoutchouc. La Troisième République de Jules Ferry veut bâtir un empire colonial, mais les caisses de l'État sont vides. Le gouvernement ne peut pas investir dans ces contrées lointaines. En 1899, il a alors l'idée de diviser la plus grande partie du territoire en 40 énormes concessions qu'il confie à des sociétés privées. Chaque concessionnaire a charge d'assurer le bon développement économique de sa concession. En contrepartie, l'État leur confère le monopole de l'exploitation des produits du sol, mais aussi l'autorisation de disposer comme bon leur semble des hommes, des femmes et des enfants vivant sur leur territoire. Or, si la France veut profiter de ces ressources, il faut trouver le moyen de les exporter vers la métropole. Sur cet immense territoire, d'une superficie équivalente à 5 fois celle de la France, il s'agit de faire descendre les richesses prélevées au Tchad, en Oubangui-Chari, future République centrafricaine, et au Moyen-Congo, jusqu'à Brazzaville, puis de les acheminer vers la côte pour les expédier vers l'Europe. L'idée maîtresse est de se servir du Moyen-Congo comme d'un pays transit. Mais de Brazzaville jusqu'à son embouchure, le fleuve n'est pas praticable. Il manque encore l'essentiel, une voie ferrée. Il fallait un chemin de fer. Il fallait un chemin de fer. Surtout que de l'autre côté du fleuve, les Belges avaient déjà leur chemin de fer. Ils avaient déjà leur chemin de fer, donc eux, les Français se sont dit, mais nous, il faut qu'on ait un chemin de fer. Dès 1890, les Belges, sur l'autre rive du fleuve, ont pris une avance décisive en entreprenant la construction d'un premier tronçon ferré entre Léopoldville et le port de Matadi. Achevé en 1898, toutes les exportations de l'Afrique équatoriale française passent par cette voie ferrée, pour un prix exorbitant. Les gisements de cobalt, d'argent et de cuivre, découverts au Congo belge, attisent encore plus l'intérêt des concessionnaires français pour l'exploitation de leur territoire. La tension est à son comble. Alors que le train belge roule à plein régime, les Français discutent et tergiversent pendant plus de 10 ans. On cherche le tracé idéal, le lieu adéquat où aménager le port. Chaque concessionnaire fait pression pour que la voie ferrée desserve sa concession. Finalement, en 1910, la société de construction des Batignolles est chargée d'établir un avant-projet de voie ferrée. Elle envoie sur place 4 ingénieurs pour effectuer les premières études techniques. Tout paraît limpide sur le papier. Les difficultés, dit-on, ne se concentrent que sur les 100 km de la traversée du massif du Mayombe, planté d'une forêt dense et inhospitalière. Le coût total de ce projet pharaonique est estimé alors à 95 millions de francs.
L'administration de l'Afrique équatoriale française ne peut financer à elle seule ce projet et bataille longtemps avec Paris pour obtenir enfin un emprunt en juillet 1914. 3 semaines plus tard, la guerre éclate en Europe. Le projet de construction est suspendu. Après la Première Guerre mondiale, les concessionnaires privés de l'Afrique équatoriale redoutent que le projet de voie ferrée ne soit enterré. C'est alors qu'en 1921, Victor Augagneur, fraîchement nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, tranche dans le vif et décide d'attaquer sans attendre davantage la construction de la voie ferrée. Malgré une grande impréparation, en février 1921, à Brazzaville, l'honneur de donner le premier coup de pioche revient à l'épouse de Victor Augagneur. Son mari fait un discours dans lequel il concède à ses détracteurs que l'usage voudrait qu'on ne se lance pas dans semblables projets sans plan précis. Mais, ajoute-t-il, c'est un travers de l'esprit français de chercher les meilleures pentes, les meilleures courbes. Je le répète, il faut voir et agir vite. « 40 ans après les vœux de Pierre Savorgnan de Brazza, la construction du chemin de fer était en marche. Pour aller où exactement? Et comment? L'important n'était-il pas de se lancer enfin? Alors qu'émerge la voie ferrée à Brazzaville, en 1922, le ministre des colonies missionne la Société de construction des Batignolles pour réaliser la section côtière, de Pointe-Noire vers Brazzaville. Elle va être responsable de la construction du tronçon le plus difficile, les 100 km qui traversent le massif du Mayombe. C'est un accord très avantageux pour la Société des Batignolles. Elle facture le montant de ses dépenses à l'Afrique équatoriale française, qui les lui rembourse, avec une majoration de 20%. La société s'engage à achever les travaux en 6 ans et demi. En contrepartie, le gouvernement doit fournir le personnel, jusqu'à concurrence de 8000 hommes. De part et d'autre de la ligne, il faut préparer le terrain, débroussailler, abattre et débiter tous les arbres, puis dessoucher. Vient ensuite la pose de voies de service, l'extraction de la terre, la construction des remblais, le terrassement des plateformes. Il faut construire des kilomètres de murs, poser des buses et des dallots pour l'écoulement des pluies, édifier les ouvrages d'art. Enfin seulement, ballast et traverses peuvent être mis en place. Par rapport à la construction, il y a eu le père de mon père. Avant qu'il aille aux travaux publics, il avait d'abord commencé par la voie ferrée. Il s'appelait Lumbu Joseph. À partir de 1921, quand le chemin de fer a commencé par recruter les gens, et les gens progressaient de venir ici. Et c'est ce qui a fait que, comme on avait construit et la voie carrossable, la route nationale numéro 1, et le chemin de fer, c'est ce qui a fait que tout ce qui se trouvait dans les fins fonds de nos forêts se sont rapprochés ici. Pour mener ce chantier colossal, le gouverneur général Augagneur croit pouvoir trouver les effectifs suffisants dans les circonscriptions traversées par la voie. L'expérience montre vite que